Aujourd'hui, les cryptos de Caro, c'est 2 livres, heu, C'est vrai. ouais, une newsletter, Mmh. un podcast, des réseaux sur, toutes les chaînes de réseaux sociaux quoi, disons, et une formation. Et ensuite, il y a un très gros autre sujet, mais que peut-être tes auditeurs, verront pas de la même manière que moi, c'est qu'il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux et moi, je cumule un peu un sweet spot de la haine, qui est que je parle de crypto d'une manière inhabituelle dans le secteur, en étant une femme et en mettant des codes très mainstream là-dedans, et je réussis beaucoup. Et donc, j'ai vraiment des déferlements de haine réguliers. Ma grande erreur à moi, Ah ouais. c'est d'être partie du principe que un réseau, ça suffisait, mais j'ai pris tellement de retard. C'est vraiment du retard en fait, parce que quand on a du contenu, on peut le poster partout. Aujourd'hui, j'accueille une personnalité qui bouscule les normes établies avec une audace et une franchise déconcertantes. Avant de commencer, je vais vous lire l'un de ses posts qui reflète son caractère intrépide et sa vision sans filtre de l'argent et de l'entrepreneuriat. Si je ne déconne pas, je serai multimillionnaire d'ici 3 ans. Quand je dis ça à mes proches, ça fait grincer des dents. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. L'argent ne devrait pas être un tabou en France. Quand je disais ne pas pouvoir payer mon loyer, on trouvait ça gênant. Aujourd'hui, quand je dis combien je gagne, on trouve ça vulgaire. Ça ne se dit pas. Mais l'argent ne devrait pas être tabou, et encore moins de partager comment on peut en gagner. Moi, je veux me sentir libre, en sécurité, à l'abri du besoin. Pour ça, j'ai besoin d'un business qui tourne et un plan d'investissement béton. Donc si je ne déconne pas, je serai multimillionnaire d'ici 3 ans. Vous l'aurez compris, mon invitée ne suit pas le courant. Elle s'est créée sa propre voie. Elle a su transformer son intérêt pour les cryptos en une véritable entreprise florissante. Elle ne recule devant rien, que ce soit pour éduquer, inspirer ou même parfois provoquer. C'est l'histoire d'une femme qui a osé parler d'argent ouvertement, brisant les stéréotypes et s'imposant dans un domaine dominé par les hommes. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir celle qui a décidé de mettre de côté la complexité pour rendre simple les cryptos. Mais avant tout, j'ai une première question. Qui es-tu, Caroline Jurado? Salut Marine. Salut Caro. Alors qui je suis? Eh bien, je me décrirais comme une vulgarisatrice crypto. Donc je passe mon temps à m'amuser en produisant des contenus qui me plaisent et qui me permettent de gagner ma vie autour des cryptos. Alors, tu as une newsletter Ouais, avec une audience de 60 000 abonnés. 65 000, ouais. 65 000 abonnés, excuse-moi. Non, non. Tu as un compte TikTok qui est assez conséquent. J'ai plus les Ouais, 130 000, je 130 crois. 000, Instagram. Tu as créé une formation. Ouais. Tu fais des webinars. Enfin, tu vas vraiment tout nous raconter. Est-ce que tu peux nous expliquer quel rôle a joué la construction de ta marque personnelle dans le développement de ton business et de ton écosystème? Alors la marque personnelle, c'est la clé centrale de tout mon business en réalité. Je pense que je pourrais rien faire aujourd'hui si j'avais pas développé ma marque personnelle. Je l'ai fait de manière un petit peu, comment dire, c'était un peu inconscient au départ, mais ce qui était important pour moi, c'était de me positionner. Non, je dirais plutôt, c'était de faire du contenu d'une manière qui n'était pas faite sur mon secteur. Donc je voulais être en totale opposition avec les codes de mon secteur. Et c'est ce qui m'a définie en opposition avec l'existant, et c'est ce qui a fait qu'en fait, j'ai fait énormément de croissance. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Oui. il y en a encore quelques-uns. Dis-moi, quels sont les codes de ton secteur et justement, quels ont été tes partis pris dans la création de tes contenus? Alors, les codes de mon secteur, donc de la crypto, ça va être pas mal d'anonymat. C'est beaucoup de précision, de complexité. En général, ça va être des designs qui vont être noirs ou noirs et dorés, qui vont être avec beaucoup de graphiques. Ça... Et aussi avec une posture, je dirais, très professorale. Si on t'explique quelque chose, on va te l'expliquer comme un expert, un peu underground. Voilà, il y a une grande distance entre l'expert et la communauté, quoi, je dirais. Et moi, ce que je voulais, c'était quelque chose qui corresponde au type de contenu que j'aime regarder ou que j'aime faire. Donc, je suis quelqu'un de très mainstream. Je suis fan d'Harry Potter. J'étais fan de Britney Spears avant. Donc, je voulais un truc qui soit un mélange entre tout ça. Donc, je me suis dit, tu
tutoyer mon audience. Je veux être proche d'elle. Donc, c'est-à-dire que si je suis en vidéo, je vais être proche de la caméra. Je veux qu'elle comprenne tout ce que je lui dis, comme si on était deux copains en train de parler autour d'un café. Donc, je vais utiliser aucun mot de jargon, ou alors vraiment le minimum possible. Et je vais utiliser des couleurs très chaleureuses dans ma charte graphique. Et je vais un maximum intégrer de lifestyle pour... disons que mon contenu, c'est de la crypto, et je le considère comme la partie sirop de ma boisson. Et moi, j'y mets des tonnes d'eau pour que ce soit dilué dans un truc super digeste, là où c'est pas fait par d'autres acteurs du secteur qui veulent pas se positionner de cette manière-là. Et alors, tu as même commencé avec des réseaux qui n'étaient pas forcément utilisés par les acteurs du secteur. Oui. TikTok en premier, c'est ça ? TikTok en premier, ensuite Instagram, un peu LinkedIn. Mais même, je crois que la newsletter, c'était pas trop utilisé. Enfin, si, c'est juste pas trop en francophonie. Mais disons que j'ai utilisé des réseaux très mainstream et de divertissement pour parler d'un sujet qui est très... pas de divertissement. Clairement pas de divertissement et compliqué et assez opaque. Ouais. Ok. Et alors, comment ça a commencé ? Alors, ça a commencé par un challenge que je me suis mise à moi-même, qui est de faire 30 vidéos en 30 jours, donc une vidéo par jour sur TikTok, pour parler de crypto. Donc je disais n'importe quoi. Vraiment, le but, c'était de faire un contenu. Donc c'était pas de faire un bon contenu, Alors, l'avantage que j'avais, c'était que pour la marque personnelle que j'avais l'intention de créer pour cette entreprise-là, je voulais quelque chose qui soit très amical, pas du tout travaillé, quelque chose qui soit vraiment... Oui, très personnel en fait. Donc, faire 30 vidéos en 30 jours sans montage, avec des fonds à la maison, où je vais dire un petit peu ce qui me vient par la tête à propos des cryptos, ça fonctionnait très très bien avec la marque, genre Caro, ma copine qui me parle de crypto, que je voulais créer. Donc, ça a commencé comme ça. Ok, sans prépa en fait, tu Aucune avais prépa, ton non. iPhone et tu racontais ce qui passait par la tête. Ouais. Et donc, ça a donné quoi ces 30 contenus en 30 jours ? Eh ben, ça a donné, je sais pas, je crois que les premières vidéos, elles ont fait quelques dizaines de milliers de vues. Puis après, très vite, elles ont commencé à faire 100 000 vues par vidéo quasiment. Et donc, je sais pas, en 2 minutes et demie, quoi, j'ai l'impression que j'avais 1000 abonnés, puis 10 000 abonnés, puis 15 000 abonnés. J'ai vécu en fait l'hyper-croissance que vivent toutes les entreprises de la crypto en plein bull market, donc en plein marché haussier. C'était quand ça ? C'était en mai 2021. Mai 2021. Non, attends, mars 2021, je pense. Ok. Mars. Ok. Et alors, donc TikTok, ensuite, t'es allé sur Instagram ou c'était D'abord la newsletter. D'abord la newsletter. Ouais. C'était quoi l'enjeu de cette newsletter ? À la base, l'enjeu, c'était de trouver un autre sujet d'exploration. Je voulais, parce qu'une vidéo sur TikTok, on est d'accord, c'est 30 secondes, je disais des conneries, plus ou moins. Le but, c'était de pouvoir creuser un peu plus les sujets, pouvoir écrire des choses qui étaient intéressantes. Donc, au départ, je pensais juste faire 5 emails qui expliqueraient les réponses à 5 grandes questions dans la crypto, parce que j'étais assaillie de messages de gens qui me posaient des questions. Parce que comme les gens comprenaient ce que je racontais, ils avaient envie de me poser des questions, quoi. Et j'ai fait ces 5 emails-là, j'ai commencé par en faire un, et j'avais tellement de nouveaux inscrits à chaque email que j'ai décidé de continuer à le faire, en fait. Je me suis dit, je vais pas arrêter. Semaine 2, je devais avoir 1000 inscrits. Bien sûr que j'ai continué, et c'est devenu du coup une newsletter hebdomadaire. C'est énorme, 1000 inscrits en 2 semaines, c'est Ouais. en organique ? En organique, je créais du Ouais. contenu tous les jours sur Ouais. TikTok, tu vois, donc c'était en création de contenu, ouais. Donc, tu crées ta newsletter. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je fais ça pendant, tu vois, avril, je pense que je dois la créer en avril, du coup, 1 mois après m'être lancée sur TikTok. Je fais ça pendant jusqu'à la fin de l'année. Mais je fais ça à côté de mon business, en fait, c'est juste un projet pour m'amuser. Et à la fin de l'année, je prends une décision qui est de me consacrer totalement aux crypto de Caro, parce que j'avais un problème de positionnement à ce stade. Parce que ma boîte, celle qui me faisait vivre, c'était une boîte qui n'avait rien à voir, c'était du B2B dans la vente de logiciels. Et moi, ce que je faisais, c'était un truc vachement fun sur les cryptos, en B2C. Et du coup, j'avais vraiment un problème marketing majeur qui était que sur LinkedIn, je parlais de ma boîte en B2B sur la vente. Et sur TikTok, je parlais de crypto. Et je me disais, mais à un moment donné, les gens vont faire un lien, ça va commencer à se voir. Et je savais plus sur quel pied danser. Donc, j'ai décidé d'arrêter mon entreprise
et de me consacrer à temps plein sur les cryptos de Caro. Et donc, c'est là que j'ai commencé à aller sur LinkedIn et sur Instagram aussi, je crois, à ce moment-là. Ouais. Et du coup, ton plan à ce moment-là, c'était quoi? T'arrêtes ta boîte, donc ça veut dire que tu dois monétiser Ouais. aussi Alors, ton j'avais commencé à audience. monétiser sur la fin de l'année, un peu malgré moi, parce que c'était tellement un marché qui était en hyper croissance que j'avais beaucoup de sponsors qui venaient pour me proposer qu'on travaille ensemble, etc. Donc, j'ai réussi ça à gagner un chiffre d'affaires très correct par mois, sans faire franchement aucun effort de vente à ce moment-là, hormis être très visible. Et donc, je me suis dit, bon, ben, en fait, on va capitaliser sur ça et on va essayer de développer ça au maximum. Ok. Mm. Et alors, donc, tu as dû faire évoluer aussi et ton business et ta marque personnelle. Donc, c'était mars 2021. Là, on est en 2024, ça fait 3 ans, Exactement. c'est ça? Ouais. Donc, il y a eu énormément d'évolution depuis, puisque ce que tu me racontais, c'est que tu as créé donc, une formation, Oui. tu vas faire des webinars. Oui. Donc, tout ça, en fait, comment est-ce que, encore une fois, ta marque personnelle a été utilisée pour augmenter tout ça, pour vendre ta formation? On va y revenir après sur tout ce qui est conseil, mais juste pour vraiment bien planter le décor. Mm. En fait, aujourd'hui, pour vraiment bien planter le décor, les cryptos de Caro, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, les cryptos de Caro, c'est 2 livres, euh, C'est vrai. ouais, une newsletter, Mhm. un podcast, des réseaux sur toutes les chaînes de réseaux sociaux, quoi, disons, et une formation. Et une formation. Ouais. Et une communauté globale quand tu cumules tout. Cumul d'avoir 500 000 personnes. Ok. Waouh. Mm. Donc, ok. Donc, en fait, le principe de ce podcast, c'est vraiment d'expliquer Oui. comment on a réussi à créer Oui, cette cette communauté communauté-là. et comment elle sert le business. Oui. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer, par exemple, donc tu as parlé de plusieurs réseaux, Ouais, comment est-ce que chaque réseau va servir ton business? totalement. Ouais, je peux. Alors, déjà, les contenus que je crée sur mes réseaux, je les conçois pas comme des produits en propre, je les conçois comme des contenus d'acquisition. Et le seul produit que je considère comme un produit en propre, c'est la newsletter. En gros, mon but à moi, c'est que mes contenus sur l'ensemble des réseaux redirigent vers ma newsletter. Et c'est là que on est à la maison, entre guillemets, avec ma communauté et moi. C'est là que j'ai la communauté qui va être la plus engagée, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur tous les réseaux, quand je vais produire du contenu, je vais faire un appel à l'action en me disant abonne-toi à ma newsletter, c'est gratuit, le lien est en bio, pour voilà, que les gens convertissent. Mon but à moi, c'est pas que la vidéo fasse un maximum de viralité, c'est qu'elle convertisse un maximum de monde vers un endroit où je suis en maîtrise. Oui, parce que moi, je me suis fait supprimer pas mal de comptes. Ah, Ouais. ok. Pourquoi? Bah, parce que je parle de crypto. Ok. Donc, très souvent, sur les réseaux, je vais passer dans un algorithme qui va dire « Ah, crypto, ça c'est non, ça passe pas, etc. » Donc, on m'a supprimé mon compte TikTok, on m'a supprimé mon compte LinkedIn, alors on m'a jamais supprimé mon compte Instagram, mais j'ai très vite compris qu'il fallait être déjà présente sur plusieurs réseaux pour compenser si jamais il y avait une suppression quelque part, et que surtout ta base de communauté, il fallait l'avoir à un endroit où tu n'avais pas d'intermédiaire qui pouvait te bloquer l'accès à ta communauté. Et c'est pour ça que la newsletter est aussi précieuse pour moi. Et que ça suffit pas d'avoir une base email, il faut avoir une base email avec un rituel qui fait que les gens de ta base, ils ont l'habitude de te lire. Ça sert à rien. Enfin, si je donnais ma base email à n'importe qui, elle lui servirait pas. Ça servirait à quoi? Les gens n'ouvriraient pas le mail, ils n'auraient pas confiance. Donc du coup, le tout, c'est de créer le rituel avec cette base-là. Et c'est vrai que toi, tu as réussi, ce que tu m'avais raconté quand on s'était vu la première fois, Ouais. tu as réussi à créer un rituel vraiment hyper fort avec Ouais. ta communauté. Tu as un taux d'ouverture qui est énorme. Ouais. Tu peux expliquer Bien sûr, comment tu fais? absolument. Donc, le taux d'ouverture, il est toujours au-dessus de 60% sur chaque email. J'en envoie un par semaine, toujours à la même heure, toujours le même jour. En vrai, toujours à la même heure. Des fois, j'avoue, je le fais pas, mais toujours le lundi en tous les cas. Et ce que je fais, c'est que les gens aiment bien avoir des habitudes, mais ils aiment pas non plus que ça soit toujours la même chose. Et donc, moi, je me suis dit, toutes ces personnes-là, elles m'ont découvert sur un réseau social, certainement. Et donc, elles ont vu ma tête en très gros plan sur leur téléphone. Derrière, elles reçoivent un mail, c'est beaucoup plus de distance. Et moi, j'ai un enjeu de recréer un lien très humain dans une ouverture de mail. Et donc, je me suis dit, je vais faire un gif de moi, là où je suis quand je leur écris la newsletter. Ce qui fait que je sais que mon taux d'ouverture, il est aussi grand du fait que même si les gens n'ont pas le temps de lire ma newsletter à ce moment-là, ou que le sujet les intéresse pas de ouf cette semaine, ils vont l'ouvrir parce qu'ils veulent savoir où je suis.
et à quoi je ressemble, quoi, dans quel environnement je me situe au moment où j'écris un newsletter. Ça fait un espèce de petit lien de one-to-one, quoi. Et ça, tu as des retours de Ah oui, tes mais les lecteurs gens en là-dessus? parlent tout le temps. C'est vrai? Oui, oui, oui. C'est marrant. Donc, tu as réussi à créer une connexion émotionnelle hyper forte avec eux, Ben, je notamment pense avec que ça? ce truc-là, cette habitude-là, elle crée quelque chose, ouais, qui est hyper fort. Mais d'ailleurs, depuis, toutes les newsletters du marché, alors, il y a peu de monde qui mettent des gifs, mais quasiment tout le monde met des photos d'eux en haut de newsletter. Ah oui, tu as Hmm. créé une tendance. Ouais, Ouais. clairement, j'ai créé une tendance. Mais c'est normal, c'est une super bonne idée. Ça serait con de pas le faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, le message, toi, que tu cherches à transmettre quand tu crées des contenus, Ouais, c'est vraiment un appel à l'action ouais. vers ta newsletter. Pourtant, tu expliques quand même des choses. Oui, parce que ça sert à rien de dire juste abonne-toi à ma newsletter. Donc j'essaye toujours de partager une forme de valeur, mais c'est toujours une valeur qui se situe entre une vidéo de chaton et une vidéo de Mm. gens qui dansent. Donc sur les réseaux sociaux, hein, j'entends. Donc du coup, c'est faible, en fait, la valeur que tu peux partager à ce moment-là. Et donc moi, je cherche vraiment à les amener à un endroit où c'est un endroit privilégié pour partager de la valeur. Et quand on observe tes réseaux, Ouais. on se rend compte donc qu'il y a la partie vidéo, Mhm. mais il y a aussi, je sors la newsletter Ouais. intentionnellement, la partie écrite et Oui. LinkedIn, par Oui. exemple. Oui. Tu n'as pas du tout le même discours Pas du tout. sur LinkedIn et Ouais. sur les autres réseaux sociaux. C'est vrai. Et c'est quoi ton positionnement et pourquoi? En fait, j'ai remarqué que sur LinkedIn, ça marchait pas du tout quand je parlais de crypto. C'est... Je pense que soit j'ai pas encore craqué le truc qui fait que j'arrive à parler de crypto et à intéresser sur LinkedIn. Et du coup, j'ai eu envie d'utiliser... quand j'ai constaté que ça marchait pas particulièrement quand je parlais de crypto sur LinkedIn, j'ai eu envie d'en profiter pour me garder un réseau sur lequel je pourrais explorer les sujets entrepreneuriaux ou de société qui étaient importants pour moi. Et donc, je parle de choses beaucoup plus mainstream sur LinkedIn qui touchent un plus grand monde que les gens qui voient crypto, ils se désintéressent très vite sur LinkedIn, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, je l'utilise comme moyen d'expression sur ces thématiques-là. Et de manière très transparente, d'ailleurs. C'est-à-dire C'est-à-dire que parfois, je me souviens d'un post que tu avais écrit où tu disais que tu avais des problèmes d'impayés. Ouais, Euh, D'autres aussi où tu expliques combien tu gagnes. oui. Et ça, en fait, cette stratégie d'être aussi transparente, c'est à quelle fin pour toi? En fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bullshit sur ce réseau-là. Mm. Ouais, disons que j'ai un sujet avec l'authenticité qui est assez important. Et donc, pour moi, ça a toujours été important de pouvoir parler entre guillemets des vraies choses sur LinkedIn. Et donc, dire combien je gagne, ça permet je sais pas, d'apporter, je trouve, de la valeur sur un truc où on se dit, bon, bah voilà, ok, donc c'est possible de gagner tant sur tel type de business en faisant ça. Dire que j'ai des impayés, ça va déculpabiliser tous les gens qui en ont, qui ont l'impression qu'ils sont dans la galère. Enfin, en gros, les sujets sur lesquels j'ai une information, je trouve que c'est bien de pouvoir la partager de manière transparente. Et c'est pris comment? Mal. Mal. Ouais. En fait, c'est très clivant. Ok. C'est très clivant. Donc, d'un côté, ça m'a rendu plutôt célèbre, quoi. Je crois que je dois avoir 40 000 abonnés sur LinkedIn. Alors là, j'ai pas posté depuis un moment, mais quand je postais, je faisais 2 millions de vues par mois sur LinkedIn. Donc, c'était quand même... ça apportait une grosse visibilité. Mm. Mais, comme c'est clivant, en fait, il y a plein de gens qui me détestent. Il y a plein de gens... Mais en revanche, les gens qui sont en accord avec mes valeurs, ils m'aiment vachement plus. Donc, c'est un choix. Ouais. Est-ce Mais- que... Ouais, vas-y. Non, mais j'allais dire, mais pour moi, les gens qui me détestent à cause des trucs que je dis sur LinkedIn, comme c'est des trucs que je pense vraiment qui sont des choses de valeur, moi, je les déteste aussi, en fait. Je les déteste pas parce qu'ils me détestent, je les déteste parce que comment est-ce qu'ils peuvent ne pas être d'accord avec ce que je Ouais, raconte? ouais. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Oui, et puis à la limite, ça fait de la place uniquement pour les personnes avec qui tu as envie de travailler. Ouais, je veux éloigner quand même un maximum les gens qui ont pas les mêmes valeurs que moi. Bon, Ouais. c'est ma stratégie, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de tes méthodes de création? Ouais. Donc toi, tu postes, je crois que tu m'as dit tout à l'heure, 3 contenus par semaine, c'est ça? Sur 3 contenus vidéo? Alors ouais, en fait, j'en fais 4, je dirais. Ouais. 4 contenus vidéo par semaine, ouais. Comment tu fais? Alors, pour les contenus vidéo, ce que je fais maintenant, parce que j'ai noté quelque chose qui pourrait être utile pour des gens qui auraient besoin de créer du contenu, c'est que
moi, en tout cas, j'ai du mal à créer du contenu quand je suis sous pression ou quand j'ai la pression de la productivité, etc. Et pour arriver à me connecter à ma créativité, j'ai besoin d'être en paix, quoi. Ouais. Et donc, ce que je fais, c'est que je me réserve une demi-journée par semaine. Là, par exemple, c'est le mardi après-midi, en ce moment, où je vais réfléchir à des idées qui me font plaisir de faire. Toute la semaine, quand j'ai des idées qui m'arrivent, je les note sur une liste, quoi, de vidéos. Et je me réserve vraiment une demi-journée où je choisis mes idées, je scripte mes 4 vidéos, je les enregistre et je les monte. Et ensuite, je les programme, quoi, sur le réseau pour y aller que vraiment 5 minutes par jour. Ok. Tu montes toute seule ces vidéos? Ouais, Ouais, ok. Donc, t'es mais je fais vraiment... un montage super faible, quoi. Disons que j'ai pas des enjeux de position. Si je devais avoir l'air chic, par exemple, ou je sais pas quel air je voudrais avoir, j'aurais besoin d'avoir différents types de montage que je pourrais pas faire moi-même, mais avec mes besoins, je peux faire toute seule, ouais. Oui, et puis finalement, avec ton positionnement très authentique et Oui, très proche, c'est aussi un peu ta marque de fabrique ouais, de faire les choses simplement. exactement. Ok. Ouais. Donc, c'est intéressant. Donc une demi-journée par semaine Ouais. pour vraiment écrire et produire Sans sans aucun aucune stress, quoi. pression. Ouais, voilà. Euh, donc ça, c'est ce qui fonctionne pour toi. Et donc les résultats, c'est que tu n'es jamais dans le rush. Et surtout, tu te libères de cette charge mentale. Ouais, en fait, mon but, c'était de pas me retrouver chaque jour à devoir tourner une vidéo et la poster le même jour. Parce que dans ce cas-là, tu te sens vite très connecté à ton contenu, tu prends pas de Mm. distance avec lui, et du coup, si jamais ça marche, ben moi, dans mon cas, c'est si ça marche, je vais avoir des haters à un moment donné, donc je vais être blessée, et si ça marche pas, je vais avoir l'impression que c'est nul, et du coup, je vais aussi être blessée. Donc j'ai un objectif très grand de me dissocier du contenu que je produis, donc de produire du contenu à l'avance et ensuite de le programmer, c'est un truc qui est bien pour moi. Ça, c'est un truc que tu as appris au fur et à mesure. Ouais, oui, Ouais, parce qu'avant, je faisais une vidéo par jour, tous les matins, avant de commencer ma journée. ok. Et donc, tu n'étais pas du tout dans le même état Ouais, non, ça me pendant ta prenait journée. beaucoup d'énergie Ouais, ouais, au niveau émotionnel. J'ai mis du temps à comprendre comment avoir une bonne gestion par rapport aux réseaux sociaux. ok. Mm. Et du coup, comment avoir une bonne gestion par rapport aux réseaux sociaux? Donc, ce que tu as expliqué. Mais on est toujours un peu tenté aussi d'aller voir les Ouais, résultats. ouais, Et comment toi, tu gères ça, ça? Ouais. eh bien, comme je sais que c'est important de pouvoir faire évoluer son contenu par rapport aux résultats, je fais ça le mardi aussi, en fait. Avant de commencer ma session de travail, je vais analyser les 4 vidéos de la semaine dernière. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Comme ça, je vois à ce moment-là pour faire des bons choix pour la semaine en cours. Comment est-ce que tu évalues l'impact de ta marque personnelle sur tes activités professionnelles aujourd'hui? Bah, je dirais 100%. Enfin, moi, j'ai une marque qui est la marque, pardon, la marque de mon entreprise est basée sur ma marque personnelle. C'est-à-dire que je peux pas vendre mon business Oui, concrètement. c'est ça. C'est les cryptos de Caro. Il y a mon nom dans le nom de l'entreprise. Il y a ma tête partout. C'est mes couleurs, c'est mon ton. Enfin, j'infuse tellement ma marque personnelle dans tous les éléments de mon business que, à la fois, c'est un énorme avantage parce que c'est grâce à ça que je suis allée aussi vite. Et aussi que j'ai autant fédéré, etc. À la fois, c'est un inconvénient si on conçoit son entreprise dans un objectif de revente. Mm, Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir une marque d'entreprise très ouais. forte que moi. En fait, j'ai pas de marque d'entreprise, j'ai une marque personnelle et c'est elle qui gouverne tout. Tu nous as expliqué ta routine de création sur les vidéos. Tu Ouais. as une newsletter aussi donc, qui cartonne. Mhm. C'est quoi ta routine de création? En fait, si on prend le global Mhm. de tous les contenus que tu crées dans une Ouais. semaine, est-ce que tu as une routine Ouais, de j'en ai une. création Ouais. déjà? Et comment est-ce que ça impacte ta productivité? Ok. Alors j'ai totalement une routine de création, mais en fait, moi, ma productivité, c'est de créer plus de contenu. Donc, ce que je fais, c'est que je commence toujours mes journées par 1 heure d'écriture. C'est vraiment là, je te dis, avant de m'être connectée à n'importe quel réseau, Internet, tout ça, je le fais pas. Je commence par faire 1 heure d'écriture, ce qui me permet en général d'écrire la newsletter. Autrement, ça peut être d'écrire des billets d'humeur. Enfin voilà, ça dépend les choses que j'ai à produire comme contenu. Ensuite, je vais travailler sur peu importe les choses que j'ai à faire. Et en fin de matinée, juste avant ma pause déj, je vais poster mes contenus sur sur les réseaux sociaux, donc les vidéos. Et là, je vais faire aussi les stories de la journée. Je vais répondre aux gens, etc. Et après, je me connecte plus sur les réseaux. Mm. Et
ça me permet en gros avec... je dirais qu'il me faut du coup... et après, là, typiquement l'après-midi, si on est le mardi, je vais avoir toute l'après-midi qui est dédiée à créer du contenu vidéo. Mais avec cette routine-là, je peux créer tout le contenu que j'ai à créer dans la semaine. Donc s'il y a des posts LinkedIn, la newsletter, les vidéos, les stories. Et après, s'il y a des podcasts et autres, faut rajouter à d'autres moments. Mais voilà, en gros. Ok, donc le matin essentiellement. Ouais, essentiellement le matin, ouais. Et dédié à la création de contenu. Et alors, ce que tu me disais tout à l'heure aussi, c'est que là, sur 2024, ton enjeu, c'est de créer encore plus de contenu. Ouais. Du coup, comment tu vas faire? Comment tu vas intégrer ça? Finalement, là, j'ai quand même vachement bien processé toute ma boîte. Et j'ai mis en place des rituels de création de contenu qui sont super efficaces, qui me permettent en tout cas d'écrire du contenu dans des bonnes conditions pour moi. Faut juste que j'alloue plus de temps à ça. Donc, au lieu d'avoir une seule demi-journée sur les vidéos, il y en aura 2. Au lieu d'avoir 1 heure d'écriture le matin, il y en aura 2. Et puis voilà, en fait. Et ça continue de faire des semaines qui sont, tu vois, relativement light. Après, j'ai d'autres projets annexes à gérer, mais ça fonctionne encore largement, quoi. Et alors, donc là, tu fais des webinars. Ce que tu me disais, c'est quoi? Un par mois pour l'instant? Je vais avoir 2 masterclass par mois. 2 masterclass par mois. Enfin, j'en avais 1 par mois, maintenant voilà. c'est 2 par mois, ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça aussi. Ouais. Donc ça fait partie aussi des choses, enfin des contenus que tu ajoutes ouais, totalement. À ton, comment dire, à ton écosystème et ta production. Ouais. Donc à la fin, une masterclass par exemple, elle est gratuite. Oui. Ok. Et qu'est-ce que ça t'amène derrière? Tu disais aussi tout à l'heure, tu as écrit 2 livres. Ouais. Donc, en fait, tout ça, ça augmente ta communauté. Ouais. Mais donc, si on, à nouveau, tous ces contenus, ouais. Comment est-ce que ça amène, tu vois, comment est-ce que ça amène des flux aussi à ton business? Ça t'amène des annonceurs, ça t'amène des partenaires. Comment est-ce que tu évalues l'impact à chaque fois une masterclass, par exemple? Quel impact ça a derrière sur ton business qui serait pas forcément B2C, mais peut-être B2B? Après, il peut être aussi B2B, mais ça a quel impact, une masterclass? Une masterclass, ça n'a aucun impact au niveau B2B. Ouais. Parce que ça ne me rapporte pas d'annonceurs ou quoi. En revanche, ça va m'apporter un certain nombre d'élèves de la formation. Parce que les gens vont voir que, ok, ils ont une initiation qui est gratuite, ils ont appris des tonnes de trucs, ils veulent aller plus loin. Dans ce cas, ils vont suivre ma formation. Donc, ça a un impact évident en B2C pour mon entreprise. Après, est-ce qu'il y a des impacts en B2B, donc qui me rapportent des clients annonceurs? Ça va être pas mal ma production de contenu au sens large. Par exemple, LinkedIn, ça apporte énormément d'annonceurs. Les vidéos sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, c'est un petit peu ça. Justement, par rapport à tous tes contenus, parce que alors tu disais tout à l'heure, tu te notes des choses aussi au fur et à mesure de la semaine, mais à un moment donné, on se retrouve, tu vois, parfois devant une page blanche et c'est difficile. Ouais. Comment tu trouves justement ton inspiration? Comment est-ce que tu réussis dans une multitude de contenus? Quand on regarde TikTok, on peut scroller la taille de la Tour Eiffel par jour, en fait. Donc, comment est-ce que tu arrives à trouver une inspiration pour des contenus qui vont se démarquer des autres? Alors, moi, je commence toutes mes journées par, avant même mon heure d'écriture pour le boulot, je commence toutes mes journées, y compris les journées où je ne travaille pas, par 30 minutes d'écriture intuitive. C'est-à-dire que je vais écrire sur n'importe quel sujet. Et des fois, je ne sais pas sur quoi écrire. Du coup, j'écris sur ce que je ressens, sur ce que je vois. Mais ça, je pense que c'est une gymnastique mentale qui me met dans une logique de création continue, qui fait que j'ai jamais de problème de la page blanche, sauf quand je pars en vacances, que je lâche tout, et qu'après je reviens, je sais plus faire. Genre vraiment, j'ai plus d'idées, j'ai plus envie de rien dire, je sais pas. Donc je pense que c'est vraiment... c'est comme vouloir courir un marathon la première fois que tu cours dans ta vie. Il faut commencer à marcher, commencer à courir un petit peu tous les jours, etc. Donc je pense que ce qui fait qu'on a des idées, c'est le fait qu'on crée tous les jours. Et le fait de se mettre une obligation, je pense que c'était pareil, tu vois, les 30 jours, 30 vidéos. Mon objectif, c'était pas de faire des bonnes vidéos, c'était de faire des vidéos. Et le fait de faire quelque chose, ça te met en action, ça te donne des idées, et ça te fait avancer, quoi. C'est intéressant, ouais, l'écriture intuitive, on n'y pense pas. En fait, quand on crée du contenu, on n'y pense pas du tout. Et c'est vrai que ça peut amener vachement d'idées. Ouais, alors pour moi, c'est nécessaire à toute ma créativité, quoi. Quelle est ta vision
de l'impact de l'IA dans la création de contenu. On entend vraiment partout que ça va changer Ouais, toute la création de contenu. Il y a des avatars maintenant. ouais, Il y a ChatGPT qui écrit des scripts. ouais. Enfin, voilà. C'est quoi ta vision par rapport à ça? En fait, je me sens absolument pas concernée par ça. Je pense que c'est parce que je conçois pas la création de contenu comme une logique de production ou de productivité, mais plutôt comme un moyen d'expression personnelle. Du coup, en fait, moi, je m'en fous, quoi. Enfin, si jamais tout le monde se met à utiliser l'IA pour faire des scripts, soit moi, je fais des scripts parce que j'ai envie de dire des trucs. Donc, c'est pas... ça m'impacte pas, en fait. Je pense que je serai jamais utilisatrice de ça. Peut-être qu'un jour. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à dire. Et j'utilise la création de contenu comme un moyen d'expression personnelle. Donc, j'ai pas vraiment de raison de le remplir autrement que par des choses que j'ai envie de dire. Et en fait, tout ça, toute cette expression, elle est venue avec les cryptos de Caro. Mais tu avais une boîte avant. Ouais, Tu avais déjà ce besoin d'expression avant. ouais. En fait, j'avais. Alors, alors, encore avant, j'avais une boîte dans les RH Ouais. et j'avais une newsletter. Enfin, à l'époque, on appelait ça un blog. Mais qui envoyait quand même des mails sur les ressources humaines, tu vois, je parlais de ça en vulgarisant. Je crois que j'ai toujours aimé écrire sur des sujets qui me semblaient trop compliqués et qui auraient dû être plus simples d'une certaine manière ou plus fun. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Donc je l'ai toujours eu, je crois. Et du coup, tu changes de sujet. En fait, je crois que je pourrais Et parler de n'importe quel sujet tant qu'il y a de la profondeur et que j'ai la possibilité de le faire comme je veux, de façon simple et sympa. Ça, c'est un truc qui me plaît particulièrement, ouais. euh, je suis allée regarder le à propos sur ton site, Ouais, qui est très sympa. Et dans ce à propos, tu dis que tu as appris à t'endurcir. ouais, c'est clair. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant Mm. de te lancer sur les réseaux sociaux? Oui, ouais, plein. Et comment est-ce que tu as réussi à t'endurcir? Parce que c'est quand même pas simple. Ouais, C'est très violent. ouais. Alors déjà, je trouve que les réseaux sociaux, ça t'apprend beaucoup l'humilité parce que tu peux très bien marcher à un moment donné et te sentir très puissant très vite et 2 secondes après, t'es plus personne. Ce que tu fais, ça peut être nul, enfin nul au sens ça ne plaît pas aux autres. Et du coup, t'as toujours ce sentiment de devoir être validé. Enfin, c'est comme si quand tu produis du contenu sur les réseaux sociaux, t'es un produit financier qui est soumis à la loi de l'offre et de la demande. Enfin, c'est terrible en fait. T'es vraiment t'es un produit très volatile. Donc tu peux plaire ou tu peux pas plaire. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui est difficile à gérer. Donc moi, j'ai appris, je suis en phase d'apprentissage, disons, parce que je pense que ça prend du temps, à me sentir vraiment différente du contenu que je produis. Et du coup, à pas mettre ma valeur là-dedans, disons. Et ensuite, il y a un très gros autre sujet, mais que peut-être tes auditeurs verront pas de la même manière que moi, c'est qu'il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Et moi, je cumule un peu un sweet spot de la haine, qui est que je parle de crypto d'une manière inhabituelle dans le secteur, en étant une femme et en mettant des codes très mainstream là-dedans, et je réussis beaucoup. Et donc, j'ai vraiment des déferlements de haine réguliers auxquels je suis confrontée et auxquels je dois faire face. Donc, est-ce que j'ai réussi à m'endurcir? Je sais pas. En tout cas, j'ai réussi à mettre en place des protocoles pour être moins atteinte quand ça arrive ce genre de choses. Par exemple. Bah, par exemple, maintenant, je vais plus passer. Je vais plus. Là, si tu me demandes est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux, non. Ouais. J'y vais pendant 1 heure sur ma journée maximum pour poster le contenu que j'ai à poster. Je regarde jamais les commentaires de mes contenus. Je regarde que les DM et j'essaye, tu vois, d'y passer le moins de temps possible. Donc ça me permet d'être un peu moins atteinte. Et ensuite, dès que ça commence à prendre trop d'ampleur, oui, je vais pas sur Twitter aussi. Ah oui. Voilà. Parce que c'est souvent sur Twitter que ça balance sur moi. Et dès que ça commence à prendre trop d'ampleur, maintenant, en fait, j'ai juste plus aucune culpabilité à fermer mon ordi, fermer mon téléphone pour la journée et y aller peindre ou m'occuper de mes plantes, quoi. Vraiment, je me reconnecte à des trucs qui ont rien à voir. Enfin, je me rappelle, en fait, que je ne suis pas uniquement les cryptos de Caro et j'ai d'autres trucs dans ma vie que ça, quoi. Et ça t'a pris combien de temps? Pouah, bah, ça fait 3 ans, donc je dirais 3 ans. 3 ans?
Ouais, il y a quand même encore des moments où c'est difficile, j'imagine. De toute façon, être jugé, Ouais, c'est jamais je pense simple. que en fait, j'ai des régulièrement alors on a un peu théorisé ça avec mes copines qui sont dans le secteur, c'est Ouais. que, parce qu'elles vivent, quand même tout ça dans une moindre mesure, mais bon toutes, c'est que moi je vais avoir des moments de haine réguliers qui vont arriver, qui maintenant m'atteignent plus comme avant, mais à chaque fois que je vais passer un palier de croissance, je vais avoir un énorme revers de médaille. Et donc là, je vais me choper un truc de haine vachement plus gros que ce que j'avais chopé jusqu'à présent. Et ceux-là, je ne sais pas encore les maîtriser parce qu'à chaque fois, ils sont plus gros. Ok. Donc c'est plutôt ça. Mais tu sais les prévoir. Tu sais qu'ils arrivent Ben, maintenant. en fait, je sais que quand j'ai un très gros succès, il faut que je me déconnecte. Ah oui. Voilà, si j'ai... ça m'a fait ça mon premier passage sur TF1, mon livre, les premiers succès de ma formation, enfin, vraiment sur tous les trucs que normalement on célèbre dans la joie. Moi, je sais que j'ai ça plus une énorme vague de haine qui arrive. Ok. C'est effrayant quand même. Oui, c'est vrai Ouais. que c'est effrayant. Ouais, ouais. C'est assez effrayant. Mais alors, quel conseil tu donnes à des personnes qui se lancent justement, parce que émotionnellement, c'est quand même épouvantable. Ouais. C'est vrai que toi, maintenant, tu arrives à prendre un peu de recul et te dire, ok, je ferme mon ordinateur. Ouais. Mais donc, tu disais, ça a pris 3 ans Ouais, c'est clair. et c'est pas terminé. Mais c'est vrai que les premiers, ne serait-ce que, pas forcément des haters, mais des commentaires hyper négatifs, Ouais. que tu as vraiment mis Ouais. un peu de ton âme pour écrire un post Ouais. ou faire une vidéo, Ouais. c'est quand même extrêmement désagréable et ça te décourage. Ouais. Quels sont tes conseils Mm. pour les gens qui sont Dans cette confrontés à situation, ça, ouais. bah, je dirais que déjà, quand on commence à avoir des commentaires négatifs, c'est parce qu'on est dans l'action et que c'est des gens qui n'arrivent pas à faire ce qu'on fait, qui ont la haine. Enfin, c'est systématiquement des gens qui n'agissent pas, en fait, qui vont commenter de manière négative. Et de toute façon, toute forme d'innovation, toute forme de succès, elle a forcément son revers de la médaille de gens qui sont assis dans leur canapé, qui sont pas contents, qui ont une mauvaise journée, qui vont se décharger sur toi. Donc je dirais que c'est plutôt un signe de succès, même si c'est difficile et qu'on a envie que tout le monde nous aime. Ben vraiment, c'est corrélé au succès, la haine. Donc je dirais qu'il faudrait se rappeler ça. Qu'est-ce que je dirais d'autre ? Ouais, je sais pas, c'est tellement plus facile en fait de tracher sur quelqu'un plutôt que de faire soi-même les choses que le mieux, ça serait de réussir à faire abstraction. C'est vachement facile de le dire, mais ça arrive forcément. Après, ça arrive forcément quand tu commences à réussir. Du coup, quand tu commences, moi j'ai eu 6 mois de tranquillité en fait, où je savais pas que j'allais un jour être confrontée à la haine. Donc que tes auditeurs se rassurent, au début ils vont être tranquilles quoi. C'est quand ils vont commencer à avoir du succès qu'ils vont commencer à avoir de la haine. Et à ce moment-là, en fait, ils auront aussi les avantages du succès qui leur permettra de se raccrocher à quelque chose et de se dire ok, la haine je m'en fous. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai une petite visibilité, j'ai commencé à faire vachement plus attention aux vraies stars, aux acteurs, aux chanteurs. Et avant, je m'en foutais un peu en fait, mais ils se prennent des vagues de haine, mais tellement souvent. En fait, ce que je vis là, c'est ce que vivent tous les gens qui ont un petit peu de célébrité et c'est très proportionnel à leur succès. Donc c'est juste que, avant, on n'y faisait pas attention parce qu'on se sentait pas concerné. On se disait que ça pouvait jamais nous arriver, mais maintenant que nous aussi, on peut accéder à notre petite notoriété, forcément, on a un revers de la médaille, le même qu'ont les grandes stars, quoi. Ouais. C'est marrant parce que j'en parlais avec Caroline Mignot, que j'ai reçue aussi, et qui m'expliquait justement qu'elle a vu le reportage sur David Beckham. Ouais. Et lui aussi, il s'est pris un torrent de haine, de dingue, parce qu'il s'est pris un carton rouge et qu'il a fait perdre son équipe. Et ce qu'elle expliquait, c'était qu'il n'a jamais lâché l'objectif de continuer à travailler. Et donc, il se faisait vraiment conspuer par l'ensemble de la population. Et pour autant, il n'a jamais lâché son objectif. Et c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est, ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, de toute façon, il faut les traverser, ces phases-là, parce que quelqu'un qui te dit que t'es nul aujourd'hui, demain, il dira « Oh là là, il est trop fort, je l'adorais ». Enfin, on s'en fout. En fait, on devrait s'en foutre parce que ce qu'on fait, c'est déjà des choses que personne n'arrive à faire. Donc, on a déjà gagné. Ouais. C'est vrai, c'est un très bon point, il faut s'en souvenir. On fait des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Comment est-ce que ta marque personnelle a évolué depuis tes débuts ? Tu disais tout à l'heure, au début, je faisais un peu comme ça. Enfin, je me rendais pas compte à quel point ma marque personnelle
allait créer ce qu'elle crée pour moi aujourd'hui dans mon business. Et quelle est l'évolution depuis ton challenge de 30 jours à aujourd'hui? Eh bien, en fait, ce qui a évolué, c'est qu'avant, je me posais pas autant de questions sur ce que je renvoie comme image et que maintenant, j'en suis beaucoup plus consciente. C'est plus ça. C'est que maintenant, je suis consciente de pourquoi est-ce que je fais les choses, de pourquoi est-ce que je montre l'intérieur de chez moi, de pourquoi est-ce que je partage une forme de transparence, de pourquoi est-ce que j'écris comme si je parlais, parce que je veux renvoyer cette image-là. Donc je dirais qu'elle n'a pas beaucoup évolué, elle s'est affinée, elle s'est précisée, et je l'ai fait infuser dans plusieurs aspects dans lesquels je prenais pas le temps de le faire infuser avant, mais ça c'est plutôt juste comme du bon vin, quoi. Mais c'est des prises de conscience que tu as eues? Au fur et à mesure, ouais. Ça a été beaucoup en discutant avec des amis, avec ce que les gens me disaient de moi, voilà. J'ai un petit peu pris des éléments et au fur et à mesure, je me suis rendu compte de ce que c'était, ouais. On arrive au moment du jeu. J'adore ce wow. moment. Je vais te poser 40 questions en rafale. Trop bien. Tu dois répondre par oui ou par non, Ok. sauf les 2 premières questions où tu dois choisir un des 2 mots. Ok, je suis prête. Tu es prête? Ouais. Faut pas réfléchir. Hein. Insta ou TikTok? Insta. LinkedIn ou Insta? LinkedIn. Tu as peur du flop? Non. Faut-il mettre de côté son ego pour réussir sur les réseaux sociaux? Oui. Faut-il une ligne éditoriale? Non. As-tu déjà été plagié? Oui. Les réseaux sont un job à plein temps. Oui. Tu as été contacté par une marque que tu adores grâce à tes posts? Oui. Est-ce que tu fais des détox de réseaux sociaux? Oui. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Oui. As-tu beaucoup de haters? Oui. Est-ce que tu passes une mauvaise journée si ton contenu ne prend pas? Non. Utilises-tu tout le temps ChatGPT? Non. As-tu eu un succès inattendu sur un contenu tout pourri? Oui. Es-tu souvent invité dans des podcasts ou des émissions grâce à ta marque personnelle? Oui. Est-ce que LinkedIn est un gros canal d'acquisition de clients? Bientôt. Bientôt. Est-ce que tu as déjà fait un bad buzz? Oui. As-tu déjà eu une opportunité de carrière via un DM? Oui. Est-ce que tu as créé une tendance sur les réseaux sociaux? Non. Mais en newsletter, oui, on a dit tout à l'heure. En newsletter. Est-ce que l'un de tes posts est devenu un sujet de discussion dans les médias? Oui. Ton chiffre d'affaires est-il lié à ta présence sur les réseaux? Oui. Ta présence en ligne t'a permis de te positionner comme un leader d'opinion dans ton secteur? Oui. As-tu été approché par des investisseurs grâce à ton personal branding? Oui. Est-ce que tu as utilisé les réseaux sociaux pour transformer un échec en succès commercial? Oui. Ta stratégie de contenu a directement influencé la croissance de ton entreprise? Totalement. Tes contenus sont-ils un avantage concurrentiel? Oui. Un bad buzz reste un buzz et c'est intéressant. Non. Est-ce que tu te compares aux autres? Oui. Faut-il avoir une routine de création? Oui. Les réseaux sociaux sont plus importants qu'un CV? Oui. Les réseaux sont trop influents? Oui. As-tu déjà regretté un post? Non. L'authenticité prime sur la qualité? Oui. La quantité prime sur la qualité? Oui. Les réseaux sont-ils indispensables au succès? Oui. As-tu déjà refusé une collaboration hyper lucrative? Oui. Les réseaux sont une source de stress? Oui. Les réseaux favorisent la créativité? Non. Est-ce que tu as peur quand tu appuies sur le bouton publier? Non. Enfin, les réseaux sont-ils un accélérateur professionnel? Totalement. Bravo, tu as répondu aux 40 questions. Purée, elles sont vachement intéressantes toutes tes questions en plus. Ah, merci. Bah, disons que je pense que ce sont des questions que tout le monde se pose. Ouais. Et quand on itère un peu trop, on ne sait pas vraiment trouver de réponse. Non, mais t'as raison. Donc c'est mieux de le faire assez rapidement. Je suis d'accord. On va passer à la partie conseil actionnable, hyper important. Si tu devais recommencer de zéro, qu'est-ce que tu ferais en premier? Alors, si je devais recommencer de zéro, ce que je ferais en premier, alors c'est ce challenge de 30 vidéos par jour, sauf que je le ferais sur tous les réseaux en même temps. Ma grande erreur à moi, c'est d'être partie du principe qu'un réseau, ça suffisait, mais j'ai pris tellement de retard. C'est vraiment du retard en fait, parce que quand on a du contenu, on peut le poster partout, et ça permet de faire la croissance sur tous les canaux en même temps. Ok, très bon point. Est-ce que tu peux donner 3 conseils actionnables pour tous ceux qui veulent se lancer? Ok. Faites-vous un challenge. Mettez-vous comme objectif un nombre de contenus et pas un nombre et pas de faire du bon contenu. Et faites-le.
Et passer à l'action. Passer à l'action. Ok. Donc la quantité prime sur la qualité de tout à l'heure. Oui, en tout cas, au moins au début. Ouais. Quand bien même Oui. vous voulez avoir une marque super fancy, super classe, super chic, dans tous les cas, il faut bien créer à un moment donné et donc il faut se lancer. Exactement. Et puis vous allez améliorer au fur et à mesure et vous deviendrez chic en cours de route parce que vous pouvez pas l'être sur votre premier contenu, ce sera forcément un peu nul. Donc autant le faire. Et est-ce qu'on a besoin d'un matériel particulier pour se lancer ? Non. Non. Moi j'avais un iPhone qui n'était pas d'une grande qualité à l'époque, ça m'a très largement suffi pendant super longtemps. Donc passer à l'action, c'est vraiment le plus important. Quel est le conseil que toi, tu aurais aimé recevoir quand tu t'es lancé ? Eh ben, franchement, je sais pas parce que moi, j'ai eu tellement de chance que... Enfin, j'ai pas eu besoin qu'on me dise ça va t'apporter, ça va changer ta vie, les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça a changé ma vie. J'ai eu de la chance de le faire. Si je l'avais pas fait, j'aurais eu envie que quelqu'un me dise va sur les réseaux et produis du contenu, ça va changer ta vie. Tu n'as pas eu de chance, en fait, tu l'as fait. Oui, bah, c'est juste que je l'ai fait, oui. Oui. Mais je savais pas que ça changerait ma vie à ce moment-là. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil inattendu que tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer à construire sa marque personnelle ? Un conseil inattendu, eh ben, moi je suis vraiment partisane de se mettre en action pour trouver des solutions. Et donc je dirais, fais pas de ligne édito, on s'en fout que tes couleurs soient moches, on s'en fout que ta photo est moche, juste crée quelque chose sur les réseaux sur lesquels tu as choisi. Et à partir de là, tu as de la matière pour faire un gâteau en fait. C'est plutôt ça. C'est commence à mélanger des ingrédients et après, tu vas faire un truc bien. Le fameux quick and dirty. Ah bah trop bien, exactement. Trop ça. Ok. Est-ce qu'il y a des frameworks tu vois, dans l'écriture, par exemple, parce que c'est vrai qu'enfin, cela dit, des écritures de script aussi, on utilise les frameworks, les AIDA, les PASS, etc. Est-ce qu'il y en a certains que tu pourrais, toi, utiliser, ou en tout cas, la Caro qui a commencé il y a 3 ans aurait pu utiliser justement pour passer à l'action ? Ouais. Ou est-ce qu'il y en a que tu proposerais à des personnes qui veulent se lancer ? Ça serait sur quoi comme Par exemple, tu veux faire une vidéo sur TikTok. Sur une vidéo, ouais. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas comme toi, qui va pas, tu vois, faire d'écriture intuitive ou ce genre de choses. Et que tu as besoin de lui faire un peu un texte à trous, tu vois. Ouais. Et ben je dirais, il te faut une accroche déjà. Donc soit une problématique qui va parler aux gens ou une phrase choc. Ensuite, il faut un déroulé dans lequel tu vas partager. Il faut que ça apporte quelque chose. Donc soit ça leur apporte du réconfort, enfin une émotion quoi, soit ça leur apprend un truc. Donc il faut que tu partages une information et je dirais moi avec le moins de mots possible. Surtout si c'est une vidéo sur les réseaux sociaux avec vraiment aller droit au but, pas beaucoup de temps mort, etc. Et ensuite un appel à l'action. Je dirais ça. Et quand tu dis le moins de mots possible, ça veut dire que selon toi, une bonne vidéo TikTok, c'est combien de secondes ? Alors ça je sais pas, mais je dirais, enfin, il y a des gens qui font des vidéos TikTok longues ou qui ont des expressions longues et qui marchent très très bien. Mais je pense que quand on débute, on est nul. Et que si on est nul, pour limiter les dégâts, il vaut mieux faire une phrase assez courte qu'une phrase où on rentre dans des détails. On a vite fait d'être chiant en fait quand on parle. Donc se limiter à, je sais pas, 20 secondes, je trouve que c'est pas mal. Ouais, ok. Et sur LinkedIn, du coup, pareil, plutôt un texte court. C'est le même principe, on a l'accroche qui doit être hyper forte. Ouais, une accroche forte. Alors, sur LinkedIn, je dirais une accroche forte, un déroulé qui partage un point de vue et une ouverture à la fin qui ouvre le débat sur un truc plus grand. Je dirais ça. Ok. Toi, donc, tu es présente sur toutes les plateformes, on est d'accord ? Tu as TikTok, Insta, tu as une chaîne YouTube sur lesquelles tu fais des formats un peu plus longs. Oui, mais j'en fais pas très régulièrement. Pour toi, quelle est la chose pour percer que l'on doit absolument appliquer ? Je pense que c'est la consistance. Je pense que la quantité est maîtresse sur l'ensemble des réseaux sociaux. Dans mon cas, il y a aussi l'état du marché sur lequel je me situe. Parce que j'ai eu beaucoup de chance d'être sur un marché volatile et que donc mes contenus vont particulièrement surperformer quand le marché est en croissance et performer de manière modérée quand le marché est bas.
Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, la quantité. La quantité. Oui, parce que c'est vrai que toi, en fait, tu es aussi lié à... Je suis T'es corrélée sur un au marché prix qui du est très Bitcoin. émotionnel aussi. Totalement. Il y a ce côté FOMO qui est hyper puissant. Ouais. Du coup, en ce moment, c'est pas mal. Alors, ça recommence à être Oui. intéressant, Ouais. Oui, oui. Mais on n'est pas encore dans les hauteurs de ce qu'on a connu. Ouais, pas encore. Mm. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans la construction de ta marque personnelle? Alors, la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que il vaut mieux le faire en conscience, parce qu'en fait, tu as une marque personnelle. C'est juste que si jamais tu mets pas en place des choses pour qu'elle reflète ce que tu veux qu'elle reflète, ben, c'est juste que tu la maîtrises pas. Donc les gens vont penser quelque chose de toi. Les gens vont se dire un truc, tu renvoies quelque chose. Autant savoir ce que tu renvoies et le choisir toi-même. Je dirais ça. Ok. Pour pouvoir maîtriser totalement sa marque Bah, pouvoir personnelle. maîtriser, parce que... Ouais, oui. Enfin, de toute façon, c'est important de renvoyer l'image que tu as envie de renvoyer, donc il faut le savoir. Ok. Comment est-ce que tu vois justement l'utilisation des réseaux sociaux dans les prochaines années et l'impact que ça aura sur les marques personnelles de chacun? En tout cas, ceux qui auront décidé de s'en créer une. Je pense que c'est un énorme accélérateur, c'est une énorme opportunité pour toutes les personnes qui décident de se créer une marque personnelle, les réseaux sociaux. C'est une rampe de lancement en fait. Je pense que ça va être de plus en plus utilisé, mais que ça va aussi être du coup de plus en plus saturé. Enfin, c'est toujours pareil, hein. Plus vite on s'y met, plus vite on a des chances d'être visible et de percer, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une tendance émergente qu'on doit surveiller, selon toi? Sur les marques personnelles? Sur les réseaux Sur les réseaux sociaux, sociaux? sur l'évolution des marques personnelles. En tout cas, une tendance émergente, toujours, qui va permettre de se construire une marque personnelle. Bah, je t'avoue que je sais pas trop parce que je suis pas mal coupée des réseaux sociaux, moi, au final. J'utilise beaucoup juste pour poster, mais je dirais que de plus en plus de gens captent l'intérêt. Tu vois, typiquement ton podcast, il permet de démocratiser le fait que les gens comprennent que tout le monde a le pouvoir de se créer une marque personnelle et que ça change une vie d'en avoir une. Que vraiment, t'as plus la même vie. Donc je pense que ça va être de plus en plus répandu et donc aussi de plus en plus difficile d'être différent des autres. Donc je pense que vaut mieux être dans les premiers que attendre. Qu'après, bien sûr. Alors, on arrive à la vraiment toute fin. Ouais. Quelle est la principale leçon que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre conversation? J'aimerais que tes auditeurs retiennent qu'il faut agir. Que franchement, ça change une vie, enfin un business et une vie d'avoir une marque personnelle. Et qu'en fait, c'est pas en réfléchissant dans sa tête à avoir un truc parfait pendant 1000 plombes que ça arrive. Ça arrive totalement dans l'action et en mettant en place des choses concrètes tous les jours pour que ça ait un résultat. À l'action, à l'action. Hein. À l'action. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'aurais oublié? J'aurais aimé que tu me demandes qu'est-ce que j'aurais comme super pouvoir si jamais je pouvais en avoir un. Ce serait quoi ton super pouvoir, Caro, si t'en avais un? Je volerais. Ça n'a rien à voir avec notre schmilblick. Mais franchement, ça fait des années que tous les ans, pour Noël, je souhaite de pouvoir voler et que ça n'arrive pas. Ça, c'est moche. C'est terrible. Ouais. Voilà. Dans un métaverse, peut-être? Ouais, mais ils sont pas encore au point, les métaverses. Non, mais vivement. Et t'irais où, si tu savais voler? Mais partout, en fait. Je me déplacerais qu'en volant. Ça serait trop, trop bien. J'adore, hein, j'adore. À suivre, alors. À faire à on suivre. Sait pas, peut-être qu'Elon fera un truc dans pas longtemps. J'espère. Ouais. Moi, après, avec mes millions, je m'achèterais bien quelque chose pour pouvoir voler. Hein, mais bon. Tu sais, le truc sur la mer, là... déjà, alors ça, j'ai déjà testé. Figure-toi que ça demande d'être gainé puissance maximum. Okay. C'est très compliqué. Je ne suis pas encore au point sur cette technique. Ok. Bon, on suit l'évolution de l'homme et la femme volante dans les prochaines années. Qui est-ce que tu nommes à ta place pour un prochain épisode et qu'est-ce que tu attends de cette personne? Eh bien, écoute, j'aimerais beaucoup voir Flore Egnel qui dirige l'incubateur qui s'appelle Willa. Donc, il y a un incubateur plutôt orienté vers la diversité. Donc, il faut qu'il y ait au moins une femme qui possède 50% du capital social de l'entreprise pour faire partie de l'incubateur. Et je trouve qu'elle a fait quelque chose de super, qui est qu'elle a utilisé sa marque personnelle pour rayonner dans les milieux institutionnels et des grosses entreprises, etc., pour justement donner de la puissance à l'incubateur.
lui donner plus de visibilité. Et elle est super intelligente, donc je pense qu'elle pourrait nous apprendre plein de trucs. Eh ben, écoute, c'est ta mission, du coup, de faire venir Flore Aucun sur la problème. légende personnelle. Je compte sur toi. Merci, Caro, c'était hyper intéressant Merci à toi. cette discussion. Écoute, j'espère que tu pourras voler bientôt. Moi aussi.